De la pauvreté, de la misère sociale et surtout de l'ostracisme qui frappe souvent les enfants issus de classes sociales défavorisées. Baïs Pinto raconte son histoire. Il est à l'école, l'instituteur le fait sortir parce qu'il a sa tenue, donc son uniforme qui est déchiré. Et il lui demande de quitter la classe et d'aller voir son père pour lui acheter une nouvelle tenue. Donc il dit à l'instituteur qu'il est un enfant de pauvre, Poignon Yougli, quelque chose comme ça, etc. Sukumbasi, c'est-à-dire l'instituteur. Voilà, pardon, je suis un enfant de pauvre, etc. Donc c'est quand même le commun de beaucoup de nos enfants qui sont dans le milieu rural et parfois même aussi en zone urbaine. Allez, c'était la chronique d'Alain Toussaint sur la classe sociale. C'est d'ailleurs pour ça que je connaissais l'histoire, donc je voulais que vous en parliez parce que vous êtes un des fervents défenseurs de cette classe sociale-là, dite défavorisée, parce que dans le fond, l'absence de moyens, Élisée me le disait il n'y a pas longtemps, l'absence de moyens ne fait pas de nous des personnes moindres. Oui, sans dignité. Voilà. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Vous connaissez bien cette chanson aussi? Oui, je tenais en tout cas à féliciter Alain qui a vraiment traduit cette chanson pour nous. Il faut dire que c'est vrai que j'ai écouté la chanson, je sais que ça fait partie des grands classiques en tout cas en musique ivoirienne, mais je n'avais jamais su que c'était ça le sens. Et après avoir entendu ce qu'il a dit, ça rajoute encore plus même à cette beauté-là, la beauté de la chanson franchement. Parce que ne pas comprendre les paroles et puis déjà aimer, ça veut dire qu'il y a quelque chose de magique dans la chanson. Et quand vous écoutiez Poignon, vous pensiez vraiment que c'était un vendeur de gaba à Trècheville qui nous semblait comme ça. Bonsoir Daouda, comment allez-vous? Bonsoir. Bon, vous avez vu également, vous, un grand artiste. Oui, moi j'écoutais cette chanson à cause de la musique surtout et de la voix. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'aimais quand même. C'est très bien, très bien. Toute la Côte d'Ivoire, le monde entier vous a vu Rihanna Assi complètement indifférente à cette chanson. C'est pas votre génération, vous allez me dire. C'est pas ma génération. Après, c'est vrai que je ne comprends pas, mais je reste quand même très en admiration devant cette belle voix à chaque fois que je l'entends. Et c'est vrai que j'aime bien d'ailleurs mimer, hein, même le fait que je ne comprenne pas les paroles ne m'empêche pas de chanter. Vous avez mimé? Allez. J'ai entendu Mawa, hein, c'est pas Mawa Traoré qui chante. Donc voilà. Ça va, donc ça va. Voilà. Artistiquement, bravo, hein. Voilà. Allez, je vais m'aligner sur les... Baïs, c'est du grand art de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Très grand art. En tout cas, on souhaitera encore de nombreuses années de vie, de santé, hein, de bonheur et de succès encore à notre Bailli national, dans notre cœur. Bon les amis, ma grande révision cet après-midi justement s'intéresse à un autre artiste, c'est Alpha Blondy. Qui, à travers un communiqué, nous apprenait. Bon, on le savait un tout petit peu, mais il y avait une certaine absence sur les scènes. Eh bien, on sait désormais pourquoi. Eh bien, Jagger s'est fait opérer de la gorge, donc au niveau des cordes vocales. Élisée Boloubeu, je vais me tourner vers vous. Ça vous a... Bon, il va bien, et ça, c'est la bonne nouvelle qu'on partage avec nos téléspectateurs. Élisée. Oui, c'est l'artiste lui-même qui rassure tout le monde du fait que... D'abord, qui donne l'information d'avoir subi une intervention au niveau d'une corde vocale. Personne jusque-là n'avait donné cette info-là. C'est lui qui donne l'information et qui donc rassure aussi les mélomanes et tous les Ivoiriens qu'il se porte très bien et que toutefois, au regard de cette opération-là, il va se donner une année sabbatique où il va prendre le temps vraiment de se refaire, de se rétablir aussi définitivement et totalement. Ben, j'imagine, hein, c'est vraiment pas une grande surprise, on ne l'a pas souhaité.
Mais quand on voit le niveau auquel Alpha Blondy est resté durant toutes ces années et cette qualité de voix qu'il a maintenue jusque-là, c'était évident qu'il travaillait beaucoup sur les cordes vocales. Ça allait être très difficile sur pratiquement 4 décennies comme ça de tenir ce rythme-là sans vraiment les affecter. Donc on comprend que c'est tous ces efforts déployés durant ces nombreuses années-là qui aujourd'hui, en fait, voilà, lui font payer cette opération. Mais on espère que Alpha Blondy, finalement, nous reviendra encore avec cette qualité de voix qu'on lui connaît là. Moi, c'est vrai que je l'écoutais comme ça d'une oreille un peu distraite, mais là où j'ai vu que Alpha, il restait un monument, c'était lors de la caravane de la paix. Il y avait une caravane qui avait été organisée à l'époque, au lendemain de la crise post-électorale, quand on a repris les choses. Et j'ai vu Alpha sur une scène, mais Alpha est venu sur la scène, disons, après la quasi-totalité des autres artistes. Mais je vous assure que dès qu'Alpha a pris le micro, la voix qu'il a commencé, sans instrument, il avait élevé vraiment le niveau, quoi. On a tout de suite compris qu'on avait affaire à un monument de la musique, en fait. Franchement, je ne dirais pas ceux qui sont passés avant lui, mais franchement, lui, quand il a apparu sur scène et quand il a pris le micro, on a tous vu la différence. C'est du Alpha Blondy et c'est une fierté nationale. Donc on est content. Donc on voulait juste souhaiter aussi un prompt rétablissement à notre grand frère, à notre papa, parce qu'après sur Internet, c'est ça. Non, c'est ton grand frère, c'est ton papa et tout ça. On connaît les débats. En tout cas, à notre méga star Alpha Blondy, meilleure santé, prompt rétablissement, grand frère. Reviens-nous vite, you know. Et Alpha Blondy, vous avez parlé de la voix, mais il y a aussi de Solar System, il y a aussi la grosse qualité musicale qui accompagne l'artiste. J'en veux pour preuve. Avec très peu de succès, donc j'imagine. Le meilleur. C'est incroyable comment la qualité des sonorités, j'ai envie de dire, d'il y a des années, et aujourd'hui encore de qualité. Je ne sais pas comment expliquer. Aujourd'hui, autant d'années, des décennies après, on a vraiment des mélodies qui restent quand même, même aujourd'hui d'actualité. Moi, je regarde une panoplie quand même de sonorités qu'on entend aujourd'hui, et je me pose la question de savoir si dans 20 ans, ce sera non, c'est trop long. Il y a un gars qui m'a sorti un son il y a un mois, je l'ai écouté hier. J'ai dit, mais attends. Non, mais ce que Alpha fait, en fait, c'est une musique intemporelle. C'est ça, c'est le mot. Déjà, à la base, ce sont les arrangements quand même. Et puis, les conditions techniques, il enregistre quand même ses albums dans les meilleurs studios en Jamaïque, le studio Tough Gang. C'est un studio de Bob Marley, etc. Et lui-même aussi a la qualité vocale qu'il a. Donc, en tout cas, pour en rajouter à ce que Ryan a dit, c'est surtout vraiment les arrangements. Souvent, je m'assois, je me dis, mais à cette époque, comment on a pu penser un tel arrangement de la musique jusqu'à ce niveau, quoi. Souvent, c'est surprenant. En fait, ce que je tenais à dire concernant Alpha, même si on lui souhaite prompt rétablissement, je pense que le 13 janvier dernier, il a été honoré à Bassam par le maire de Grand Bassam, Jean-Louis Boulot, pour son apport au tourisme, à la culture ivoirienne. Il a été fait citoyen d'honneur de la ville de Grand Bassam. Et je pense que c'est tout à son honneur. Et sincèrement, moi, ce que j'adore chez Alpha Blondy, c'est quand le Solar System monte d'abord sur scène pour annoncer son arrivée. Alpha Blondy, Nana, Ala, Loka, Chichi, Chichi. Et là, elle chauffe le public avec ça. Mais franchement, quand il rentre, tu vois, lors du dernier Massa, mais tu vois le feu d'artifice qui sort. Mais franchement, c'était vraiment beau. Et je pense que ton témoignage était très, très, j'ai eu l'occasion, à mon niveau, d'assister à des concerts d'Alpha Blondy, donc ici ou ailleurs, hors du pays, de présenter même des concerts d'Alpha Blondy, mais il y a toujours cette transe, il y a toujours cette magie-là quand même, avant. Bon, allez, voilà, on va. Juste merci beaucoup. beaucoup. Brice, ce qu'on peut regretter, c'est que la génération, les jeunes de maintenant ne connaissent pas cette musique et cet artiste-là. Sont plus habitués à s'abreuver. Il y en a qui connaissent un peu quand même. Mais pourquoi? Parce que malheureusement, on l'écoute pas tous les jours. Plus à l'extérieur.
voilà, Oui, voilà, mais qu'en après, Côte c'est d'Ivoire. un- Mais c'est en tout C'est cas, un il faut registre qu'il... aujourd'hui. Mais même c'est ici, je pense quand même que les particulier. gens, quand même, Mais Alpha les gens Blondy, connaissent, hein. oui. Quand Non, même. non, je n'ai pas dit Rien qu'ils ne que le connaissent pour le pas. nom parle de de la l'icône. jeune génération. La jeune génération, malheureusement, ne sait pas l'étendue du répertoire d'Alpha Blondy C'est Oui, et ça. c'est vrai. l'artiste C'est vrai exceptionnel aussi. qu'il est C'est vrai. pour la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde. C'est Et vrai. il a positionné notre pays sur la carte de la musique. Quand on parle du reggae, on ne parle plus de la Jamaïque, on parle de la Côte d'Ivoire. Et c'est Alpha Blondy qui incarne quand même cette nouvelle espérance musicale après la Ce mort serait de, bien qu'on le de Bob reçoive, Marley. hein, Brice. Donc, quand il va être guéri, après ça commence. Quand il- Oui. Oui, oui. Alors, quelqu'un dirait que la vie n'est pas la vie. Ça, c'est un clin d'œil à mon grand frère Alpha Blondy que j'aime particulièrement. Il faut l'écouter aussi. Hein. Il nous fait de temps en temps de grands récits. C'est un philosophe. Souvent, il La sort vie. des thèmes Ben, c'est philosophiques, ça. vraiment des sujets Allez, qui... les amis, on va progresser. Hein. Alain Toussaint, ça fait, on va dire quoi, 20 ans. On va parler des accords de Marcoussis avec vous. Oui, il y a 20 ans, effectivement, les Ivoiriens qui étaient en conflit signaient un accord, dit de Marcoussis. Marcoussis, c'est une localité dans la région de Paris. Je pense que c'est important de l'évoquer quand même, parce que connaître son histoire, c'est aussi bien aborder le futur et assumer les faits du présent. Et effectivement, quelques mois avant, il y avait eu le déclenchement de la rébellion, 19 septembre. À la suite de ces faits politico-militaires, se sont tenues des réunions à Lomé, puis à Accra. Et comme il n'y avait pas d'avancée notable, les protagonistes ivoiriens se sont réunis à la demande de la France à Marcoussis, dans un gymnase, du 19 au 23 janvier. Et le samedi 24 janvier 2003, a eu lieu la réunion des chefs d'État, le président Gbagbo, le président Gbagbo, le président Bongo et les opposants Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et d'autres. Retour sur l'histoire, Alain. Ouais. Vous y étiez. Oui, j'étais à l'époque. Quelle déjà ambiance porteur. prévalait dans ce gymnase de cette localité française qui allait devenir très célèbre, en tout cas dans le cœur et dans la bouche des Ivoiriens? Bon, écoutez, il y avait clairement deux camps. Hein. Il y avait un camp qui était affligé par le fait qu'on le dépossède d'un pouvoir qu'il estime avoir acquis par les urnes en octobre 2000, donc le camp du président Laurent Gbagbo. Et de l'autre côté, l'opposition armée d'une part et l'opposition politique qui semblait s'entendre avec la rébellion. Et donc, effectivement, Marcoussis, ça a été le lieu du partage du pouvoir, la répartition des ministères, qui allait avoir combien de ministères d'État, etc. Je reviens là-dessus. À propos de l'ambiance, comment les personnes se regardaient. Je crois que c'était quasiment Oui, bon, frontalement comme ça. Non, je pense que justement, c'est la particularité ivoirienne, parce qu'il y avait quand même un climat fraternel, même si les enjeux étaient éminemment importants. Et je pense que le président Gbagbo, qui est arrivé après les discussions, a joué le jeu, tout comme le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, qui est allé seul face à plusieurs factions, notamment la rébellion et les partis. À l'époque, il y avait plusieurs... voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Le MPCI, le MP, Voilà. je pense. Et d'ailleurs, c'était une absurdité, parce qu'il y a un conflit dans un pays, on convoque une réunion pour la paix, et le gouvernement, en tant qu'entité, n'y est pas. Voilà, c'était bizarre. Il y avait juste le FPI, parti au pouvoir, qui n'est pas le gouvernement, qui représentait un peu le camp Gbagbo. Et de l'autre côté, on avait le PDCI, l'UDPCI, etc., le RDR. Je reviens à vous à propos de ce que, de ce que cette rencontre-là a pu produire. Il disait, de l'extérieur, cette rencontre-là, est-ce qu'elle représentait une forme de rencontre d'espoir parce qu'elle était censée mettre fin à un conflit armé? Déjà, l'annonce, ça il faut le dire, dans l'opinion, je dirais, nationale, lorsqu'il a été annoncé les négociations de Marcoussis, ça avait suscité véritablement de l'espoir. Pour être honnête, ça avait suscité l'espoir au sein de la population. Mais il faut aussi avoir le courage de dire que les choses ne sont pas déroulées pour moi comme il se devait. Et donc l'espoir a très vite disparu et a laissé place à la belligérance. Moi, je veux retenir une image qui, pour moi, vraiment, honnêtement, à titre personnel, en tant qu'Ivoirien, m'a affligé. C'est de voir le ministre des Affaires étrangères de France, Dominique de Villepin, s'adresser au président Laurent Gbagbo, comme s'il s'adressait à un simple préfet, que vous devez signer ce truc-là ce soir, sinon vous sortez. Cette image, elle est restée dans ma tête et jusqu'à aujourd'hui, franchement dit, j'en garde un goût plus qu'amer. Parce que pour moi, on venait de bafouer la République à un certain niveau. Mais ce n'est pas possible. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je le dis,
ma prière, c'est que plus jamais, ça je le dis, plus jamais, un de nos chefs d'État, quel qu'il soit, ne soit confronté à une telle situation. Parce que ce n'est vraiment pas honorifique pour nous. C'est vrai qu'il y a eu des accords qui ont été pris, mais la preuve, quand on est revenu, la mise en application des accords a été difficile. Même pour former le gouvernement, ça a été difficile. Parce que justement, les choses n'ont pas été faites, selon moi, dans les règles de l'art. Mais disons, 5 ans plus tard, ça vient me donner raison. C'est-à-dire quand on arrive en 2008 et qu'on a l'accord politique de Ouagadougou. 2007, pardon. C'est-à-dire 4 ans plus tard, quand on a l'accord politique de Ouagadougou, c'est vrai, juin 2007, l'accord politique de Ouagadougou, on comprend tout de suite que les choses ne s'étaient pas faites dans les règles de l'art Makoussi. Parce que juste l'accord politique de Ouagadougou nous a permis d'aboutir à quelque chose de plus sérieux, de vraiment plus consensuel, de plus inclusif, et on a vu ce que ça a donné comme résultat par la suite. Donc, c'est vrai, Makoussi a été, comme je le dis, a suscité beaucoup d'espoir lorsqu'on l'a annoncé, mais la suite, les échanges, la manière dont les choses sont déroulées, franchement, pour moi, ça a été chaotique. Quel regard, 20 ans après, est-ce que Marcoussi aura, en dépit de ce que vous avez évoqué comme dysfonctionnement, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que cet accord-là a permis quelques avancées? Comment on retrouve un tout petit peu l'impact de cet accord de Marcoussi, là, 20 ans après? Non, l'accord de Makoussi continue, et je pense qu'il continue d'une manière ou d'une autre nous impacter. Quand vous suivez un peu souvent les discours du président Ouattara, très souvent, sur certaines décisions qu'il prend, il le dit et le justifie, il dit que ça faisait partie de l'accord de Makoussi. Que c'est l'accord de Makoussi qui avait demandé qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Et certaines de ces décisions tirent, je dirais, leur légitimité de l'accord de Makoussi. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'accord de Makoussi aura, d'une manière ou d'une autre, contribué à impacter notre société. Ça, c'est une réalité. On ne l'a pas dit, hein, Alain, pardon, Lisée, je reviens à vous tout à l'heure, on ne l'a pas dit. L'une des résolutions de l'accord de Marcoussi, où on l'a dit rapidement, ça a été la formation d'un gouvernement d'union ou d'ouverture. Disons un gouvernement de réconciliation, d'ouverture, enfin, où on avait toutes les tendances. Hein, le camp du président Gbagbo, il y avait les oppositions civiles et armées au sein de ce gouvernement. Voilà, c'était des arrangements politiques et c'était sous la dictée de la France. Et comme le président Gbagbo avait dit à l'époque, Marcoussi est un médicament amer, mais qu'on est obligé d'avaler. Parce qu'on veut partir à la paix. On instaurait un climat de paix. Et je me suis rappelé que parmi les décisions de Marcoussi, il y avait le désarmement qui ne s'est jamais fait jusqu'en 2011, en tout cas, qui a été fait partiellement, puisque ceux qui devaient déposer les armes ne l'ont pas fait, ont demandé un certain nombre de garanties qui, semble-t-il, avaient été apportées par le président Gbagbo et son gouvernement, mais chacun est resté sur ses positions. Le président Gbagbo, lui, défendant ce qu'il appelle la légitimité constitutionnelle, voire même électorale, etc. Et puis, de l'autre, ceux qui voulaient des assurances parce qu'ils n'étaient pas suffisamment en confiance. Et on est arrivé, c'est plutôt mars 2007, les accords de Ouaga, enfin l'accord de Ouaga. Élysée, vous avez eu on est arrivé avec un Premier ministre, finalement, Guillaume Soro, issu de la rébellion. Vous avez eu l'impression, on termine là-dessus, sur cette question, parce que c'était juste pour l'évoquer, Élysée, Linas Marcoussi, c'était comme, selon vous, un palu maltraité? Bon, peut-être, je ne sais pas si je dis... Non, moi, je pense qu'on avait la volonté d'un camp d'aller à l'apaisement, quel qu'en soit le prix. Pour moi, c'est ce que je retiens. C'est-à-dire, on sent que le pouvoir véritablement voulait aller absolument à l'apaisement, quel qu'en soit le prix, et si bien que certaines concessions ont été faites. Maintenant, une chose est sûre, ça veut dire ceux-là même qui nous ont appelés à Marcoussi pour qu'on s'asseye pour discuter. Finalement, quand on a fini de prendre les résolutions, ou quand on a adopté les éléments qui devaient faire partie de l'accord, et après, ils nous ont abandonnés. C'est-à-dire que c'était à nous maintenant de gérer la suite, alors que c'était sur leur dictée que ça avait été fait. Donc moi, j'ai trouvé que de la manière les choses avaient été gérées, franchement, comme je le dis, n'ont pas été des mieux. Et comme je le dis, j'insiste encore, l'accord de Ouagadougou est venu confirmer le fait que ce qui avait été fait à Marcoussi n'était pas vraiment ce qu'il fallait être fait. Ce qui aurait dû être fait par eux. Oui, mais c'est une belle leçon. Ça veut dire que quand il y a des divergences dans une famille, il faut qu'on le règle nous-mêmes. On les règle à l'intérieur de la famille. Dès lors qu'on confie nos problèmes à l'extérieur, il faut s'attendre à ce que l'extérieur impose et ordonne un certain nombre de choses. Et je pense que la réponse un tout petit peu à ce que vous dites, ça a été un peu le dialogue politique. Finalement, on décide de régler nos problèmes en interne, chez nous. C'est ça, en discutant. Entre nous. Voilà.
tout cas, c'est Merci, bien. merci Daouda. On va poursuivre les amis, hein. Donc c'était notre date du jour. Nous évoluons avec une bonne nouvelle. Ce sont 852 soldats, dont nos 49 qui ont été décorés. Et Daouda, c'est une bonne nouvelle, c'est magnifique. Oui, c'est une très bonne nouvelle parce qu'ils étaient partis pour la mission multidimensionnelle de l'ONU. Quand on dit 852 soldats, il y a aussi du personnel civil qui en fait partie, dont nos 49 soldats. Et c'était ce 24 janvier 2023 à l'état-major des armées. Et pour moi, en fait, cette décoration, pour moi, témoigne de la reconnaissance de l'État à ces soldats qui, pour certains, ont perdu la vie là-bas, certains ont été blessés et autres. J'estime que c'est une très bonne reconnaissance. Il y a d'autres qui ont vécu 6 mois de détention dans des conditions que personne n'imagine. Et ces personnes-là avaient besoin à un moment donné d'avoir la reconnaissance de la nation. De l'État des Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est quand même un cadeau que la vie, sinon que l'État également leur fait, parce que finalement, ils ont été arrachés d'une certaine liberté et aujourd'hui, ils sont gratifiés d'une certaine reconnaissance. Et je ne dirais pas que ça rembourse ou que ça rachète le temps dont ils ont été privés de liberté, mais quelque part, ça vient finir en beauté, justement, cette histoire. Élisée, c'est également un symbole, un message. Quand on a fait passer ces soldats pour tout ce qu'on a entendu, l'État de Côte d'Ivoire a envie de dire, pour nous, ce sont de vaillants héros. Oui, je pense que c'est ça le message du gouvernement. Mais en plus, je pense que ça, c'est le message que peut-être le gouvernement veut donner à tout le monde. Pour nous, c'est les vaillants héros. Mais le message que le gouvernement veut donner même à ces soldats-là, c'est de leur dire, et ça, c'est ce que j'ai expliqué ici la dernière fois, le chef de l'État, en permettant que ces décorations soient attribuées à ces soldats, c'est de leur dire que c'est moi qui vous envoie en mission. Tout ce qui a bien pu se passer, d'une manière ou d'une autre, j'en endosse l'entière responsabilité. Et moi, en tant que chef suprême des armées, je suis fier de la mission qui a été accomplie. Parce que certains d'entre eux ont fait 2 ans au Mali, quand d'autres ont fait 1 an, quand d'autres en ont fait 6 mois. Donc, c'est des personnes. Et comme je l'expliquais la dernière fois, il y a d'autres qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême. On en a perdu des soldats au Mali. Même ce matin, pour ceux qui étaient à l'état-major, il y a certaines personnes on a vu des blessés, qui n'étaient pas en tenue, mais d'autres qui avaient des béquilles, d'autres qui avaient des bras bandés, d'autres qui boitaient et autres. Tout ça, c'est le résultat du terrain, en fait. Voilà. Parce que ça, on ne le dit pas très souvent. On voit juste nos soldats sont partis et puis c'est fini. Mais certains vont jusqu'au sacrifice suprême. D'autres sont décédés, d'autres ont été blessés, d'autres sont revenus sains et saufs. Mais toujours est-il que, pour moi, ce que j'en tire, c'est que l'armée ivoirienne de plus en plus en train de montrer un visage de responsabilité. Beaucoup. Après une période qui avait été caractérisée par des mutineries, où vraiment on se posait la question de savoir à quelle armée on avait affaire. Mais depuis quelques années quand même, quand on voit un peu comment les choses évoluent au niveau même de la Grande Muette, l'armée, on se rend compte que l'armée est en train d'une manière ou d'une autre de se professionnaliser, en train de monter en puissance, en train d'atteindre un certain niveau. Je n'irai pas jusqu'à sortir des classements qui ont été faits. Mais aujourd'hui, quand même, sur le plan, je dirais, africain, l'armée ivoirienne est logée quand même à une très bonne place. Et tout ça, c'est de bon augure. Je pense que c'est important pour la République. Et je pense que c'est également la résultante d'une volonté politique de finalement redorer l'image de cette armée-là à un moment où j'avoue que les enjeux sécuritaires sont de plus en plus gros. Donc il faille entretenir, j'ai envie de dire, de bonnes grands, oui. Il faille entretenir. Il faut qu'on puisse entretenir justement. C'est vrai que c'est un sacerdoce, mais finalement, mieux les liens sont avec notre propre sécurité, notre propre armée de défense, et plus on est rassuré, et plus on est sûr en fait qu'ils fourniront une certaine performance. Qui va finalement pour notre intérêt. Vous parlez de notre rapport, donc du rapport de l'État avec l'armée elle-même. Oui. Souvent, eh bien, nos soldats se sont auparavant, en tout cas, soient un peu pleins de n'être pas dans les conditions qu'il faut. Mais je crois qu'il y a eu déjà un programme donc, au niveau du chef de l'État, du gouvernement, pour pouvoir donc, apporter donc, à cette armée-là les moyens nécessaires. On sait que dans certains pays, ils se plaignent de n'avoir pas les moyens de pouvoir justement faire face à l'insécurité. Tout est question de vision. Ayana l'a dit. Je pense que la nouvelle doctrine aujourd'hui, dans un contexte sécuritaire quand même assez sensible, c'est de mettre tous les moyens à disposition des forces de défense et de sécurité pour assurer la protection des personnes et des biens. Il y a une info que je voulais quand même relever, c'est que finalement, nos soldats qui étaient en mission pour
voilà, sont tous rentrés finalement parce qu'on a retenu que le retour des 49, mais là, je découvre que l'ensemble des soldats, puisque la Côte d'Ivoire avait annoncé la fin de sa présence au Mali. En août 2023. Voilà, et donc finalement, ils sont bien là. C'est une On confirmation. a surtout, le matériel est toujours là-bas. Voilà. Mais le matériel, je pense qu'il ne faut pas s'en faire, puisque le ministre de la Communication, qui est le porte-parole du gouvernement, a estimé que le plus important, c'était la libération des soldats. Et je pense qu'il a raison. Je pense qu'on ne va pas s'attacher à quelques... au bien matériel. Voilà, au bien matériel, que le plus utile, c'est que la Côte d'Ivoire et le Mali renouent leurs relations et que les soldats qui étaient en détention soient rentrés en Côte d'Ivoire. Je serai le premier fidèle dans votre chapelle où vous allez... Alléluia, soyez bénis mon fils. Amen, mon père, où vous nous direz, le plus important, ce n'est pas le bien matériel. C'est ça. C'est la vie humaine. Non, chaque chose je pense que chaque chose a son temps. Hein. Voilà, chaque chose a son temps. Le plus et puis, important, juste pour terminer sur ça, sur la question de nos militaires qui montent en puissance ou bien on sent une certaine professionnalisation. Ça aussi, il faut dire que c'est le résultat de la loi de programmation militaire. Il y a une loi de programmation militaire qui a été prise. Depuis que cette loi a été prise, on a senti vraiment que la doctrine, voilà, justement. Voilà la loi de programmation. La loi de programmation militaire. Donc, on a senti vraiment que l'armée a commencé à se transformer. Et aujourd'hui, c'est une très bonne chose que l'État continue de déployer les moyens pour que cette loi elle soit mise en œuvre. Le complexe qu'on n'a plus, acheter des équipements pour nos armées. Parce que pendant longtemps, on nous a dit pays sous-développé, il ne faut pas investir dans la protection, la sécurité. C'est ça. Bravo au gouvernement de continuer à renforcer les outils de défense du territoire. C'est très important. À notre armée, on dira bravo. Chapeau. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Vous nous regardez en direct tous les soirs à partir de 18h30. Et nous sommes très heureux de vous savoir chaque jour plus nombreux à nous regarder. Certains pour des raisons que seuls maîtrisent, mais nous regardent quand même. Ça nous fait plaisir. Avec nous ce soir sur le plateau du Grand Talk, il y a Élisée Boloubeu, Rayana Assi, Alain Toussaint. Et nous a rejoint comme invité M. Guéro Niolou, vous êtes promoteur du projet d'adressage des rues intelligents. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, très bien. Bien. Merci beaucoup. Alors, l'adressage des rues intelligents. On présente le concept à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une manière de se situer géographiquement, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que vous avez l'adressage basique où il y a la pancarte avec la nomination de la rue. Mais on allait plus loin en intégrant aujourd'hui une nouvelle technologie que je dirais un peu évolutive dans le temps, qui est le QR code. Je dis évolutive dans le temps parce qu'en général, le QR code que tout le monde connaît, il est figé. Alors que nous, le QR code qu'on a réussi à intégrer dans ces plaques sont vraiment modifiables et à distance. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'était plaint que pour indiquer à Élisée Boloubeu où se trouve Live TV, on lui disait avant, arrête-toi là où le coq est arrêté, si le coq n'est plus là-bas, on est perdu, la vendeuse de bananes à gauche. Mais tout ça, je crois que l'État de Côte d'Ivoire, déjà, Élisée, a assez progressé pour que de nombreuses rues puissent avoir leur adressage. Maintenant, vous allez plus loin avec un adressage intelligent. Effectivement. Déjà, c'est qu'on n'a pas qu'on a fini. Ça vient résoudre le problème de ce qu'on n'a pas réussi encore à adresser. Déjà, il faut féliciter le gouvernement. Il faut féliciter parce que l'initiative qui a été prise, bien sûr, a été vraiment saluée de tout le monde, qui aujourd'hui pourront se guider facilement, aisément dans les rues lorsque ça va être fait. C'est ça. Tout le monde voit apparaître aujourd'hui PADA, un peu partout. Mais c'est ce projet-là qui a déjà commencé vraiment à être mis en place par le gouvernement. Nous, aujourd'hui, on ne veut pas crier, mais on veut se faire entendre et dire au gouvernement que nous sommes une entreprise ivoirienne. Et aujourd'hui, je pense qu'on va au-delà même de l'adressage communément fait dans les rues. On va plus loin et on en avance sur la technologie. Alors, ce projet, il est en version pilote peut-être sur Abidjan ou il est sur l'ensemble du territoire national? Non, on a fait le premier projet pilote. On l'a fait avec la mairie de Genoula. Pourquoi avec Genoula? C'est le maire Olivier Djebidje qui a déjà entamé, je dirais, un développement durable au niveau de Genoula. Donc lorsqu'on a été présenté le projet, il a tout de suite compris que ce projet-là, à part adresser une rue, peut apporter des services et de nombreux autres services aux citoyens ainsi qu'aux commerçants. Donc je salue l'honorable Olivier Djebidje qui est député maire à Genoula. 14 000 rues adressées. 14 000 rues à adresser et c'est possible de le faire vraiment en un temps record avec notre entreprise, la Joy Consulting, qui est aujourd'hui, je suis au Canada avant, on est entré en Côte d'Ivoire, ça fait 4 ans, et tout de suite, lorsqu'on a compris que ce projet-là allait être vraiment déterminant pour nous. Je disais 14 000 rues adressées, mais 10 milliards de francs CFA mobilisés.
Je pense que le gouvernement a déjà eu quand même des fonds. Les fonds sont déjà disponibles et aujourd'hui, il reste juste à mettre vraiment les acteurs pour la réalisation. Très bien. Allez, vous êtes avec nous. On va expliquer de façon pratique, avec des mots à l'appui, comment ça se fait. Alors, je suis là. Pardon? Non, c'est Abou qui m'a. Alors, ça, c'est tiens, ça tombe bien. Ça fait plaisir à quelqu'un que je connais. Voici une plaque qu'on pourrait retrouver donc, à l'angle d'une rue, par exemple à Zionoula. C'est ça. Donc, si vous remarquez bien, notre plaquette, elle est faite différemment. Déjà, il y a l'indication de la ville. Oui. Il y a celui de la géolocalisation, de où se situe déjà dans la rue. Oui. Donc, vous avez une carte que vous pouvez, un QR code que vous pouvez télécharger pour pouvoir tout de suite vous géolocaliser. Et l'évolution où on va, c'est qu'on est en train d'intégrer de l'intelligence artificielle dans cette pancarte pour se dire, par exemple, au téléphone, je suis à la Rivera 1, je veux aller à la pyramide au plateau. Donc, automatiquement, le téléphone va vous dire comment faire pour arriver au plateau. Donc, plus besoin de demander à la vendeuse à locaux et autres notre chemin. Donc, automatiquement, ici aussi, on a un attrait un peu culturel ici, où vous avez un QR code culture. Donc, si vous voulez bien vous prêter à l'exercice et scanner le code. Alors, Réana, je vais vous commettre à l'exercice. Donc là, il y a le QR code. Réana, vous allez essayer de scanner le QR code. Et qu'est-ce qu'on est censé retrouver avec ce QR code scanné? Ben, vraiment, c'est l'histoire liée à la nomination de la rue. Pourquoi est-ce qu'on a choisi, par exemple, d'appeler dans cet exemple ici Alexandre Djebidje? Donc, Alexandre Djebidje, c'était le premier député maire de Zionoula. Donc, quand vous allez scanner, vous allez voir même la photo de la personne et sa biographie. Alors, si je comprends, le premier QR code nous ramène justement sur la carte complète. La carte complète, qui nous permet de nous situer. Et le deuxième QR code, c'est juste une question de culture. C'est l'historique. Voilà. Donc, vous retrouvez l'historique, vous retrouvez aussi le site internet de la mairie, où est située la pancarte. Plutôt que des propos, Élisée. Allez, moi je vous donne mon téléphone. Non, mais je vais faire avec mon téléphone. D'accord, mais il va scanner le deuxième QR code, donc du coup on va gagner du temps, madame. Donc il y a deux QR codes, c'est ça? C'est ça. Donc, allez, mais Réana, tu vois, moi c'est déjà prêt. Bon, Réana, allez-y. Bon, allez-y. Réana scanne donc. Moi si ça sort pas, je vais te dire que ça sort pas. Mais c'est pour ça que vous faites la démo en direct. De toute façon, je regarde avec. Oh. Bon, allez, dites-nous votre émerveillement. Ben, ça y On est, l'a là. sorti. Premier député maire, c'est sorti. Le deuxième QR code. C'est sorti, là. Le deuxième Il y a la QR code, vous devez avoir téléchargé une application. Une application. Ah, d'accord. Ah, donc c'est bon alors. Mais ouvrez dans le navigateur. Voilà. Tu peux témoigner, hein. Voici ça effectivement. Ouais, là, donc on a bel et bien la photo. Donc, premier député de Zionoula, Djebidje. Alexandre. Donc vraiment c'est important ça pour nous. Et puis tout le texte historique. La jeunesse aujourd'hui pourra donc être rattachée et voir vraiment à travers nos... Parce que j'ai jamais compris pourquoi la rue s'appelait Alexandre de la Fosse ou Jean-Baptiste Mouquet. Boulevard Giscard d'Estaing. Voilà, j'ai jamais su. Alors qu'il y a des histoires que ces rues, il y a des noms. Pourquoi? Je voudrais que vous preniez la seconde pancarte qui est La seconde pancarte, oui, j'en ai une autre. quelque chose. Très bien. Allez, je vais faire ça comme une ça. explication. Rassurez-vous, si je tombe, tout le monde verra. Je t'ai demandé si tu avais besoin d'aide, tu m'as dit non. Ça va, rassurez-vous, ça va tout bien. Je suis sportif. Parfait. Avenue du président Alassane Ouattara. Tout le monde peut lier cette nomination-là à, je dirais, un regain politique, n'est-ce pas? Mais en fait, non. Pourquoi est-ce qu'à Zionoula, ils ont décidé de donner une rue au nom du président Alassane Ouattara? Parce que c'était le premier président de la République à effectuer un voyage d'État à Zionoula. Et du coup, Zionoula, qui était, je dirais, le bout du monde, parce qu'après Zionoula, il n'y avait plus de route. C'était vraiment un cul-de-sac. Donc, grâce à cette visite-là, aujourd'hui, Zionoula est en train de bénéficier d'ouverture de voies vers Vavois, vers Mankono et autres. Donc, vraiment, quand vous allez aujourd'hui à Zionoula, il y a un développement vraiment incroyable qui est en train d'avoir lieu grâce à la visite du chef d'État. Aucun président n'a fait la visite. N'était arrivé, n'avait fait une visite d'État. Jamais. Alors que Zionoula est connu pour tous la production du vivrier, les femmes Goro du village Goro. C'est ça. Et effectivement, tout ça est bien mentionné. Même pour le Zaouli qui laisse un patrimoine mondial de trucs. Voilà. Sur notre pancarte ici, vous voyez, à chaque fois, il y a l'emblème de la ville ou de la commune qui est représenté à chaque fois. Donc vous avez le Mazaouli qui est présenté ici. Non, mais franchement, vous c'est vraiment extraordinaire ce qui est fait. Déjà, l'idée même d'adresser enfin les rues, parce qu'il y a des enjeux à la fois économiques et de sécurité. Et je pense qu'il n'y a pas de développement social et économique sans quand même ce qui est la base. Voilà. Maintenant, ce que vous apportez, on va faire semblant de ce que vous voyez, voilà ce que vous apportez, c'est quand même la valeur ajoutée, c'est-à-dire une bibliothèque à ciel ouvert
qui permet aux personnes de s'informer, de se renseigner sur ces localités-là. En tout cas, je trouve ça vraiment extraordinaire. Maintenant, j'ai juste une proposition. Oui. Nos enfants qui sont à l'école primaire, il faudrait peut-être les associer en leur demandant peut-être de dessiner les rues de leur ville. Voilà, de faire déjà une base topographique et ensuite, maintenant, les spécialistes viendraient pour, comme on dit, ajuster ce travail. On gagnerait du temps parce que 14 000 rues à dessiner, à découvrir. Le ministère de la Construction déjà... Le ministère de la Construction a vraiment déjà un plan de l'urbanisation où les rues vraiment sont déjà dessinées. Vraiment. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être des constructions anarchiques qui se font. Mais je pense que... Oui, parce que ce n'est pas facile non plus avec tout ce qui apparaît du jour au lendemain qui disparaît aussi. Très bien. Moi j'ai une préoccupation. Je trouve que c'est déjà très bien. Bon, comme vous le dites, à Abidjan, déjà, le gouvernement est en train de faire un travail formidable là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'intérieur, nos collectivités locales, l'intérieur du pays. Là, par exemple, vous avez pris la rue Djebidji Alexandre. Et moi, Djebidji Alexandre, ça ne me dit absolument rien. Mais aujourd'hui, je viens de découvrir que Djebidji Alexandre était le premier maire de Genoula. Est-ce que dans votre projet, vous envisagez d'aller et de proposer de baptiser des rues au nom de personnalités qui ont marqué la ville ou la région, par exemple? Je prends un exemple, vous arrivez par exemple chez moi à Biancouma, par exemple. Je me dis que vous voulez adresser la rue. Est-ce que vous allez chercher à savoir ceux qui ont marqué l'histoire de Biancouma, comment la ville a été créée et autres, tout ça pour pouvoir en tenir compte? Ça, c'est l'État qui doit le faire. Ça ce n'est pas notre rôle. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir mettre ces différents noms, il y a la mairie qui a écrit un courrier au ministère de la décentralisation. Ok, d'accord. Qui a d'abord validé ça. Et c'est par la suite qu'on a imprimé. Donc c'est la mairie qui propose et puis vous faites... Au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur qui valide d'abord. Voilà, d'accord. Mais effectivement, il y a quand même, je dirais, dans le projet PADA, c'est quand même véhiculé ce message culturel de faire ressortir des noms qui ont rapport avec la culture. Donc, une question sur la qualité de sécurité. Aujourd'hui, vous avez souvent envie d'indiquer même à une patrouille de police là où vous habitez. Oui, c'est vrai. C'est compliqué là aujourd'hui à travers cet élément. Et puis ce qui est intéressant, c'est que comme vous parlez d'intelligence artificielle, de plus en plus, il y aura donc des informations qu'on pourra rajouter donc, à ce qui existe déjà. Vous voulez la liste des pharmacies de garde? Plus besoin d'aller se coller à une pharmacie pour lire la liste. Vous scannez directement le QR code de la zone. La pharmacie la plus proche. Ça vous montre la pharmacie la plus proche. Ok, mais alors... C'est la plus proche, mais c'est celle de garde. Même madame qui cadre, elle a fait waouh. Ouais. Une autre question, c'est justement le même travail dans le sens inverse. Est-ce que, par exemple, je prends le cas des livraisons. Quand on doit recevoir une livraison, est-ce que, par exemple, il y a une application sur laquelle, ou est-ce que c'est pensé d'avoir une application sur laquelle qui est reliée justement à ce QR code, qui permettrait, par exemple, au livreur, quand on lui dit « Ah, je suis à la rue du président Alassane Ouattara », de retrouver cette rue pour directement se diriger vers nous. Ça, ce serait le sens inverse, en fait. In fine, comme je disais tout à l'heure, avec l'intelligence artificielle qu'on va mettre à l'intérieur, ce sera le livreur même, depuis sa position, qui va scanner la carte et qui dira « Je veux me rendre à tel endroit ». D'accord. Et il pourra facilement y aller. Sans forcément... Mais par contre, un autre avantage, pour les petits commerçants qui n'ont pas la chance de se créer des sites internet et autres, ils pourront, à travers ce QR code-là, pouvoir mettre de la publicité pour elles. Et sur la qualité des pancartes, parce qu'on a l'habitude de voir des pancartes qui finalement ne font pas vraiment long feu, les écritures peuvent partir, tout ça. Est-ce qu'on a quand même une assurance? Il dit non, ça va. Ça va, j'ai testé, ça va. Bon, là, c'est un truc d'essai et autres, parce que ça a été un peu graffiné et autres, mais sinon, c'est une durée de vie de 15 ans. Ok, d'accord. C'était testé. La sécurité, parce que les gars, dans le quartier d'Élysée, ils voulaient les pancartes pour faire marmite. Vous vous en souvenez? Mais ça va, c'est pas la matière qui fait les marmites, donc ça va servir à rien du tout. Le vandalisme urbain. Oui, mais après, il faut sensibiliser les gens sur l'importance de ces éléments-là. Ce n'est pas pour faire marmite, ça nous aide. Il faut vraiment en prendre soin. Si déjà les intempéries ne peuvent pas avoir donc, des impacts négatifs. Donc aujourd'hui, on peut dire... Je termine cette phrase. Merci beaucoup. Désolé. Non, je voulais juste savoir, Zionoula est donc la ville pilote. C'est une ville pilote ou bien en dehors de Zionoula, il y a d'autres villes encore qui ont été déjà... Bon, comment est-ce que ça a été fait d'abord? On a rencontré la première ville à avoir eu connaissance de ce projet, c'était la mairie de Koumassi. Ok. Donc le maire a vraiment... Sous le maire Bakongo ou sous son place? Sous le maire Bakongo. Donc tout son bureau, vraiment, ils ont vraiment bien accueilli le projet. Et sachant que le ministère de la Construction avait, avec le PADA, déjà l'ambition d'adresser les rues, ils m'ont donc amené vers le ministère. Et effectivement, au ministère, bel accueil, et ils m'ont donc demandé, vu qu'on n'était pas connus pour faire exactement ce genre de fonctionnalité, de faire un projet pilote.
C'est ça. Et c'est là que ça a été la bataille. Parce qu'il faut trouver une mairie maintenant qui, avec ses propres fonds, acceptera de pouvoir investir là-dedans. Et c'est ce que le maire d'Abidjan, Olivier, a pu faire parce qu'il inscrivait vraiment sa ville dans ce cheminement. Et donc, ils ont mis l'argent qu'il fallait pour faire ce projet pilote. Donc oui, le premier projet pilote a eu lieu à Genoula. Okay? Maintenant, aujourd'hui, je suis vraiment pour parler encore avec le ministère et la mairie pour déployer ça dans d'autres. J'ai 2 questions, vu que vous parlez de fonds, donc on va saisir la balle au bon. 10 milliards. C'est ce qui a été annoncé. Vous, en tant qu'entreprise privée, est-ce que vous avez une part, parce que vous avez certainement l'expertise et tout ça, quelle est votre part dans les gains, on va dire ça comme ça simplement? Reformulez votre question. Dans le projet. Avoir des parts, c'est qu'il faut être présélectionné. Donc si effectivement le ministère pense que ce projet-là peut être intéressant pour les populations et qu'ils font appel à l'entreprise La Joy pour pouvoir fournir le service, effectivement, en fonction du nombre de rues à adresser. Ça peut être toutes les rues, comme ça peut être des artères principales qui vont hériter de cette technologie. Donc, on a à la fois pour faire le Grand Abidjan ou les villes intérieures. Ou même les villes touristiques, comme Mans, Bassam et d'autres. Mais je vous enlève même le mot à la bouche, c'est que bientôt, vous avez la Coupe d'Afrique qui vient. C'est ça, la CAN. La CAN. Donc, vous pourrez, grâce à cette technologie-là, scanner et payer votre ticket pour entrer dans le stade. Et dès que vous arrivez dans le stade, vous montrez votre reçu, on scanne et puis vous rentrez. Donc, alors justement, tout ce qui est tu veux savoir ce technologie, qui gagne, c'est ça? donc tout ce qui est technologie, ça va, je retire la question. Tout ce qui est technologie, mais je reviens. Voilà. 10 milliards, ça vaut vraiment le prix. Très bien. Parce que lorsque vous savez qu'il y a juste dans le Grand Abidjan, vous avez plus de 80 000 rues à adresser. Et à l'intérieur du pays, encore autant. Donc, pour les villes qui vont accueillir l'intérieur du pays sont quoi? Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, qui ont autant de rues. Donc, vraiment, juste pour qu'Abidjan, le 10 milliards, ça vaut vraiment le budget. Alors, donc je disais, c'est une grande technologie, je ne veux pas dire grosse, je veux dire grande technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer que votre société a le personnel a les compétences techniques? Parce qu'après, ça va. Vous parlez tout à l'heure de faire grandir donc, les informations, d'en avoir un peu plus. Est-ce que la technologie est préparée à pouvoir supporter toute cette expansion? Okay. La technologie est préparée et bien pensée. Mais par contre, c'est une nouvelle activité. Donc, il y aura une création, si jamais on est sélectionné, il y aura une création d'emplois qui va être effectuée parce que ça ne sera pas uniquement spontané au projet. C'est une technologie qui va vivre dans le temps. Donc, ça fait des emplois vraiment des emplois directs sur long terme, que ce soit sur Abidjan ou même en région. Dernière question, elle est beaucoup plus technique. Je ne sais pas à quelle hauteur cette pancarte sera fixée pour qu'on puisse la scanner. Parce que j'ai vu que Rana a eu besoin, par exemple, de rapprocher son téléphone pour pouvoir scanner. Donc, j'essaie, par exemple, avec moi. Si c'est pris en compte à hauteur. Regardez bien sûr cette photo où il y avait le maire et madame le préfet. Oui. C'est quand même à une bonne hauteur pour que tout le monde puisse facilement... En fait. Non, parce que justement, je crains, pendant qu'on y est, pour la sécurité de ces pancartes, quand elle est à la hauteur, à portée de main... Qu'on l'arrache? Oui, mais bon. C'est une hauteur vraiment réglementée quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons de le mettre à 3, 4, 5 mètres, c'est vraiment une hauteur qui est réglementée. Pour qu'on puisse également... Et même les pancartes de rue, je pense qu'on peut les arracher. Il y a des pancartes qui sont mises souvent aussi sur des maisons. Donc mais ça, par contre, c'est le ministère qui va gérer ça pour qu'on sache si ça a besoin ou non de photos. En tout cas, nous, ça a été un vrai bonheur de vous avoir avec nous, monsieur. On va souhaiter plein succès à votre projet d'adressage des rues intelligents. Merci beaucoup. Merci. Et puis on espère qu'on aura d'autres occasions de vous retrouver sur le plateau pour nous expliquer comment ça peut être été déployé. Je souhaite que vous obteniez donc. Bravo, vraiment bravo. Et souvenez-vous de moi. J'ai fait cette prière, Alain. On va peut-être prendre une nomination en votre nom. On sait jamais. Non, plus il y en a beaucoup. Il faut juste retenir Élisée Bolbeza, c'est unique. Comment vous avez quand même changé, je dirais, comment faire la télé. Merci. Merci beaucoup. Ce sera l'avenue, le Grand Talk. Du Grand Roux. Non, l'avenue des médias. Il faut qu'on s'accorde sur le déjà, mais ils ne sont pas d'accord. On marque une courte pause. On se retrouve derrière pour la suite du Grand Talk. Prenez soin de vous, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Alain Toussaint, Élisée Poloube, Rayana ici, et nous a rejoint Daouda Koulibaly. C'est ça, Daouda. C'est comme vous êtes nombreux à réagir sur nos pages des réseaux sociaux. Il y en a qui fait la veille des messages sur nos pages des réseaux sociaux pour nous
En partager un ou deux? Non, on va pas en partager. On va surtout dire à ceux qui envoient bonsoir à la team à partir de 19h20, qui ont raté près d'une heure d'émission, d'arrêter de dire bonsoir et de juste venir essayer de se connecter un peu plus tôt. Oui. Sinon, on a plein de commentaires, en tout cas sur tous les sujets qu'on a abordés. Un ou On a deux. des avis qui sont donnés. Donc, ça prouve que ce sont des mercenaires à la solde des soldats Ouattara. Bon, bref, je peux vous dire qu'on a... Ah, on dit chapeau à Life, à Brice et à son équipe. Sujet très sensible auquel personne ne veut y toucher. Donc, avec quel plein de sujet cœur. Quel sujet? C'est l'un des sujets au début et je pense que c'était celui de Macron. C'est Marc aussi, je pense. Je pense que c'était celui de Marc aussi. Ben oui, Qui avait suscité beaucoup de réactions d'ailleurs. Autant il faut Et puis, parler des choses. Hein. Ouais, c'est ça, Live TV. On est la télé sans filtre, on donne la parole aux Ivoiriens. On va là où les autres s'arrêtent, on va plus loin. C'est vrai que on parle de nous. Mais on aime bien susciter donc le débat, la réflexion. C'est l'objectif d'un débat, donner des points de vue, susciter la réflexion, trouver des solutions, proposer des solutions. Sait-on jamais, une d'entre elles peut être la catharsis qui permettra donc de résoudre le plus grand nombre de difficultés, parce que c'est ça aussi l'important, c'est de pouvoir résoudre des problèmes. Les gens ont des problèmes. Et également sur la question des 49, sur la décoration des 49, c'est vrai que c'est un peu controversé. Certaines personnes se demandent bon, pourquoi est-ce qu'on les décore, est-ce qu'ils méritent vraiment cette décoration. Bon, je pense qu'il y a eu la petite dispute entre les internautes eux-mêmes. Dans la décoration, c'est pour l'ensemble de la des milice soldats qui ont municipale, été en mission au Mali. Voilà. Les 852, c'est pas juste pour les 49 soldats. Et je pense qu'on disait même qu'il y a du Vous me fixez personnel. comment, c'est pas moi. Non, j'essaie. En fait, je fixe ton écran en même temps pour dire qu'il y a du personnel civil aussi qui a été décoré. Parce que, comme il le disait, il y a certains qui étaient pour 2 ans, il y a certains qui ont fait le sacrifice suprême, il y en a même qui sont morts, il y avait des blessés et autres. Pour tout ce sacrifice qu'ils ont fait au nom de la nation, il était important de les décorer. Donc, ce n'est pas juste les 49 soldats qui ont été décorés. On va évoquer le point Pulchéry Balé à présent, les amis. Voici déjà de nombreux jours que l'activiste Pulchéry Balé est en détention. Élisée Bologo. Oui, ça fait quelques jours. Je ne vais pas rappeler tous les faits parce que je pense qu'on a épilogué longuement sur la question. Juste qu'il faut retenir que son interpellation a un rapport avec la situation au Mali, avec la détention des soldats au Mali. On lui a reproché un certain nombre de choses. Donc, c'est ce qui justifie qu'elle soit en prison, qu'elle soit détenue. C'est vrai que la semaine dernière, on avait vu des informations circuler, notamment sur la toile, laissant ou bien indiquant qu'elle serait reçue logiquement par le juge aujourd'hui, et c'est entendu par le juge aujourd'hui. Bon, je crois que jusqu'à 7 heures, selon mes informations, cette rencontre apparemment n'aurait pas eu lieu. Selon mes informations, on va vérifier ce qu'on ça. va faire donc, depuis un moment, depuis le début de l'émission, donc il est prévu qu'on soit en ligne avec Maître Éric Saki, donc avocat de Pulchéry Balé. Donc j'espère que ça pourra se faire, qu'on pourra enfin réussir à le joindre. Alain Toussaint, un mot sur la question? Oui, ça fait exactement 5 mois qu'elle est en détention, puisqu'elle a été arrêtée le 22 août 2022. Et je pense que si on a Maître Éric Saki finalement. Oui. Bonjour, allô, bonsoir Maître. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Vous allez bien, Maître? Ça va. Très bien. Ça va. De ce que nous entendions, Maître, et Élisée Bologo le disait tout à l'heure, on aurait entendu que Pulchéry Balé serait reçu par un juge. Quel est l'état des lieux en ce moment? Quel est le point de la situation? La situation actuelle de son dossier est que son dossier se trouve encore devant le juge d'instruction. Voilà, et la procédure est pratiquement à son terme. Et il n'y a pas longtemps, on se retrouvait devant le juge d'instruction à cet effet. Voilà, pour lui notifier effectivement que la procédure était pratiquement terminée. Quand vous dites que la procédure est terminée, qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels, que la procédure est terminée? Écoutez, cela ne concerne pas seulement que le dossier de Pulchéry Balé. Ça concerne de façon générale tous les dossiers qui sont en instruction. Quand un dossier est devant le juge d'instruction, le dossier est d'abord envoyé devant le juge d'instruction par le procureur de la République, par le canal d'un réquisitoire introductif. C'est l'une des façons dont le juge d'instruction est saisi.
Donc, le procureur de la République saisit le juge d'instruction par le canal du réquisitoire introductif qui permet au juge d'instruction de mener des investigations. Pour rappel, le juge d'instruction est un magistrat qui a des prérogatives et qui mène des investigations plus poussées. Très bien. Alors, globalement, qu'est-ce qui est reproché, maître? Agents de police. Alors, maître, qu'est-ce qui est reproché à Pulchérik Balé? Il lui a reproché les faits d'entente avec les agents d'une puissance étrangère, les faits de diffusion de fausses nouvelles et les faits d'atteinte à l'ordre public, de troubles à l'ordre public. Bon, voilà les trois faits qui lui sont reprochés. Donc, elle n'a pas vu le juge ou pas? Alors, maître Pulchérik Balé, votre cliente était devant le juge d'instruction, je crois, le 17 janvier dernier. Et à son arrestation, en août, vous avez dénoncé un complot visant à la faire taire. Est-ce que vous maintenez, 5 mois après, cette déclaration? N'est-ce pas le résultat que vous constatez? Je pense bien que c'est M. Alain Poussin, c'est ça? Oui, c'est lui qui pose la question. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc je vous pose aussi la même question. Est-ce que ce n'est pas le constat que vous faites? Non, vous êtes l'avocat et je pense que vous avez accès au dossier parce que, bon, le commun des mortels est étonné d'entendre parler d'entente avec l'ennemi. Est-ce qu'il suffit d'aller au Mali pour être accusé de complot contre l'État? Vous êtes l'avocat. Quelle est votre opinion? Non, vous savez pertinemment comme moi qu'il ne s'agit pas seulement de donner mon opinion. Il s'agit également de donner un avis relativement au dossier. Très bien. Voilà. Moi, j'estime, au-delà de cette question que vous posez, moi, j'estime que nous avons l'un de nos concitoyens qui joue un rôle, d'accord, dans notre société, qui est membre de la société civile et qui a en même temps le statut de défenseur, de femme défenseur des droits de l'homme, qui suggère à l'époque des faits à nos autorités d'user de la voie de la négociation à l'effet de pouvoir régler un problème qui se pose entre notre pays et notre pays frère qui est le Mali. D'accord? Je constate que finalement, la proposition faite à notre cliente est cette proposition qui a finalement été suivie par nos autorités et cette proposition-là a obtenu un résultat qui est la libération effective de nos concitoyens, c'est-à-dire le retour de nos 49 soldats. Très bien. Donc j'estime que si cette proposition a été suivie par cette personne-là, qui à l'époque a été criblée de tous les épithètes, notamment de ne pas être patriote, que si cette proposition-là a été suivie et qui a fait ses résultats, il importe donc que ce compatriote-là puisse retrouver également la liberté. Très bien. Maître, on a d'autres questions. Rapidement, la prochaine étape, c'est laquelle dans le dossier? Est-ce qu'elle va rencontrer un juge? Est-ce qu'il y aura un procès? Est-ce qu'on a des dates? Non, pour le moment, comme je vous le disais tantôt, la procédure se trouve en instruction. Donc, comme je vous disais également, que le dossier étant en instruction, rien ne dit que les faits pour lesquels elle est poursuivie est établi. D'accord? Donc, il y a deux situations qui peuvent se présenter. Le juge d'instruction menant donc la procédure, je le rappelle à toute fin utile, à charge et à décharge, le juge d'instruction peut estimer que finalement, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et donc rendre une ordonnance de non-lieu. Le juge peut estimer par contre que les faits, d'accord, qui lui sont reprochés sont avérés. En ce moment, le juge d'instruction rendra une ordonnance de renvoi, d'accord, de notre client devant le tribunal qui est jugé. Pour l'instant, à ce niveau-là, on est au stade où le juge a nos observations et nous tellement que la procédure a son terme. D'accord? Donc après,
le juge d'instruction va porter le dossier au procureur de la République. Lui également, il fasse ses observations sur la procédure. Et enfin, quand une des parties aura fait cette observation, le juge rendra donc soit non-lieu, soit envoi dans le tribunal pour y être jugé. Je termine là-dessus. On va terminer cet entretien sur cette question. Aujourd'hui, comment se porte votre cliente, son état d'esprit? Bon, oui, il m'a dit qu'il aura dit détention. Il a dû donner son acte, d'accord, permettre aux citoyens de retrouver en difficulté ailleurs, pouvoir retrouver la liberté. Aujourd'hui, elle est heureux que 49 soldats qui m'ont rejoint la mère patrie et en toute liberté. Elle souhaite également à ce tour retrouver également la liberté. Très bien. Est-ce qu'elle a la Le visite disant, est-ce qu'elle reçoit la visite de sa famille? Est-ce que sa famille peut lui rendre visite? Bien sûr. Très bien. Bien sûr. OK. Mais M. Alain, vous savez bien que les conditions dans lesquelles on se trouve en détention, même si vous recevez tous les jours votre part, vous savez, vous avez toujours le moral. Non, Alain, il posait la question parce que selon certaines indiscrétions, des informations, elle n'aurait pas la possibilité de recevoir sa famille. Il était important, maître, que vous apportiez ces éléments de précision. Non. Merci beaucoup, maître. Non, Merci à ce niveau-là, je tenais déjà à saluer nos autorités judiciaires, notamment le juge d'instruction. Chaque fois, j'ai été sollicité pour permettre à des personnes qui voulaient la rencontrer de pouvoir le faire. Très bien. Merci, maître, d'avoir accepté cet échange téléphonique en direct avec nous dans le Grand Talk. Merci, et puis on va suivre de très près. Vous le savez, hein, à tout moment, vous avez l'occasion de vous exprimer, eh bien, vous pourrez le faire sur nos antennes et à cette émission. Merci, maître. Merci. Voilà. À l'instant, hein, l'avocat de Pulcherik Balé qui nous donnait donc un peu plus d'informations concernant la procédure, la concernant et surtout des nouvelles de Pulcherik Balé. Oui. Puis, voilà. OK. Déjà, on peut... Allez-y, on débriefe un peu. Oui, je pense que bon, l'information, la première qu'il donne déjà, c'est qu'elle se porterait ou qu'elle se porte bien. Deuxième information, elle a droit à la visite de sa famille, hein, des personnes qui certainement la sollicitent pour aller lui rendre visite. Et troisième niveau, c'est que le dossier est quasiment en fin d'instruction, avec la possibilité soit d'un non-lieu, c'est-à-dire des faits ne seraient pas établis, ou d'un procès qui pourrait se tenir. Nous, on l'a déjà dit sur ce plateau, je pense que notre émission, depuis plusieurs mois, puisque Pulcherik chaque fois est venu dans l'actualité, s'est démêlé avec la justice. On a eu l'occasion de la recevoir sur ce plateau. On a même reçu, on considère que c'est une dame qui se bat aussi pour l'avènement d'une société de justice, une société meilleure, et que dans le contexte de la libération des soldats ivoiriens, qui met fin à la brouille avec le Mali, le gouvernement pourrait, là je suis le gouvernement parce que c'est quand même le président de la République qui est le premier des magistrats du pays, pourrait songer à l'élargir pour définitivement tourner cette page-là. Est-ce que c'est pareil? Parce que même sur la libération, j'ai envie de dire, de nos soldats, il a fallu aller à un certain procès, il a fallu jusqu'à aller à une forme de grâce pour que oui, bien sûr, on ira au procès s'il y a procès, voilà. oui, bien Donc, sûr. je ne pense pas que... Enfin, je ne suis pas pour sa détention en tant que telle, mais je ne pense pas que ce soit la même chose en fait que l'histoire des 46 ou des 49. Je pense que son histoire est à traiter à part et que ça devrait suivre les procédures normales. Après, effectivement, est-ce qu'au nom du contexte du dialogue politique, détenir une personne donc se réclamant de la société civile, est-ce que c'est sain? Ça, c'est un autre questionnement, mais qui ne justifie pas encore une libération. Le lien avec le Mali, c'était qu'on lui reproche d'intelligence, d'entente avec une puissance étrangère. Donc cette puissance étrangère, en l'occurrence, c'est le Mali. Donc c'est forcément dans le contexte de la détention de nos soldats qu'elle est à la Maka. Daouda? Merci Brice. En fait, moi j'ai écouté l'avocat et je pense comme Rihanna qu'il n'y a pas de corrélation entre l'arrestation de Pulcherik Balé et son incarcération et celui de nos 49 soldats. Ça, c'est mon point de vue. Pour moi, il faut laisser la justice faire son travail. Le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire sont séparés. Donc, de mon point de vue, laissons la justice aller jusqu'à son terme. Après,
le président, dans sa magnanimité, dans sa clémence, peut décider de dire je lui accorde ma clémence, je lui accorde la grâce. Parce que pour moi, quand on compare en fait le cas de Pucherik Balé et des 49 soldats qui ont passé pratiquement 6 mois en otage au Mali, c'est un peu soutenir le grossier chantage en fait, que le Mali faisait à la Côte d'Ivoire durant tous ces 6 mois. Sauf si les gens aujourd'hui estiment que les 46 soldats qui ont été libérés après des négociations avec la diplomatie et autres, de la CEDEAO, de l'ONU, puisqu'ils n'avaient rien fait et tout a été clair pour dire que véritablement ils n'avaient rien fait. Sauf si les gens ont une autre information pour nous dire que les 49 soldats étaient effectivement des mercenaires. S'ils ont des informations, qu'ils nous donnent ces informations. Ce serait important. Mais pour ma part, et ce que je pense, j'estime que l'État doit pouvoir, le président peut avoir la clémence de gracier Pucherik Balé après qu'elle ait été jugée. Ça, c'est mon point de vue. Élisée, le vôtre? Ben, moi, je pense que... On termine là-dessus? Ouais, je pense qu'il n'y a vraiment pas grand commentaire à faire, hein, parce que pour moi, l'avocat il a été suffisamment assez clair de dire que le dossier est quasiment arrivé à son terme et que incessamment, on aurait certainement la suite. Soit, comme il a dit, il aurait un non-lieu. Si on a estimé que les éléments reprochés ne tiennent pas, il aurait un non-lieu ou il aurait un procès. Maintenant, si d'aventure, moi ce que je conseille, si d'aventure, il y a déjà laissons aller les choses aller jusqu'à leur terme. Si d'aventure il y a procès, on verra ce que le procès donnera. Maintenant, si au terme du procès il y a condamnation, moi je crois que comme les uns et les autres l'évoquent, vraiment dans le cadre du contexte actuel, dans cette volonté manifeste là, de pouvoir permettre une certaine décrispation, peut-être que le chef de l'État pourrait regarder de ce côté-là. Mais pour moi, pour l'heure, vraiment, il faut qu'on permette à la justice vraiment de... Puisque quasiment, comme il a dit, le dossier est arrivé à fin d'instruction. Donc on attend de voir. Merci à tous les quatre. On va marquer nous une courte pause, retrouver Sharon Camara pour le 19h45 et nous retrouver juste derrière pour la dernière partie de notre rendez-vous en compagnie de notre invité, Monsieur Dabé Nogbo. Il est président du Front patriotique panafricain. On aura l'occasion de parler avec lui de ce que c'est et de ses missions de ce Front patriotique panafricain. On aura l'occasion. On va marquer une courte pause. Ne bougez pas. Il y a le JT, nous on retrouve derrière. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, à la suite du JT que présentait Sharon Camara. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Daouda Coulibaly, Sa Majesté Daouda Coulibaly, Rayana Assi. Vous faites quoi? C'est quoi le geste? Elle remet ses idées en... Non, on ne remet pas les idées de cette manière. Et Élisée Boloubeux, montre-lui comment on remet les idées en Comme ordre. ça, c'est tout. Les amis, on a un autre sujet, un sujet qu'on va aborder avant de recevoir notre invité. Eh bien, ce sont les... Vous voulez qu'on évoque le petit poteau? Non, on évoquera ça demain. Oui, c'est mieux. Hein. On évoquera ça demain. Alors, un sujet un peu... Enfin, un autre sujet, un sujet qui fâche, on aurait pu dire. Ce sont les étudiants de l'université Jean Laurignon Guédé de Dalois qui sont en grève. Élisée, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, pour dire vrai, je ne sais pas la profondeur de leur plainte, mais comme... Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils ne sont pas contents. Je crois que parmi ces raisons, on peut déjà retenir, comme toujours, les conditions... Non, mais cette fois-ci, ce n'est pas les conditions. Non, il y a des conditions qui en font partie. C'est vrai que ce n'est pas l'une des problématiques majeures, mais il y a des conditions. Maintenant, donc allons-y, donne les détails alors. vu que tu contestes déjà ce que j'ai dit. Donc vas-y, donne les détails. Je suis ton opposant historique sur ce plateau. Dans les le contexte, c'est le mot condition, d'accord, voilà. On va le sortir. Mais on évoque la question de l'intégration au sein de l'université même. Voilà, ça fait partie des conditions aussi. C'est ça, il lui dit les cas, donne les détails maintenant. C'est pourquoi il lui donne les détails. L'idée, c'est que selon ces étudiants de l'université Laurignon Guédé de Dalois, il y a certains étudiants qui ont été... inscrits, amenés dans d'autres écoles. Et ils ont fait 3 ans dans cette école. Après, ils apprennent qu'ils ne sont pas membres de l'université Laurignon Guédé. Et donc, ils se plaignent à leur... Amenés dans quelle autre école c'est quoi? Dans les grandes écoles. Voilà. Alors,
Le vrai motif de la grève de ces étudiants, donc, ils demandent à la présidente de l'université leur intégration au sein de l'université, au même titre que leurs camarades étudiants. Selon eux, le plus choquant, serait que 3 années passées dans les études sans motif valable. La présidente de l'université de l'université Jean Guédé, dit-on, demande leur renvoi de l'établissement universitaire. Et toujours selon les dires, la responsable de l'université demande encore 3 années supplémentaires à passer, ce qu'ils trouvent inacceptable pour l'heure. C'est légitime. Si c'est avéré. Si c'est avéré, ouais, si c'est avéré, c'est légitime. C'est important. Je trouve que ça, c'est les revendications. Ce n'est pas des conditions, ça, en réalité. Non, qui a dit que ce n'était pas des conditions? Bon, non, je voulais juste ça. Je voulais juste qu'on soit d'accord dessus. Généralement, la condition, on sait qu'on parle de. On ne dort pas bien. C'est à ça que moi, j'ai pensé sincèrement. Voilà, malheureusement. Ah, si j'étais offensé, pardon. Bon. Non, mais bon, moi, je crois que ça c'est vrai qu'on n'a pas l'autre version, je dirais la version de l'administration sur la question. C'est une réalité. Mais comme je le dis, c'est toujours pas agréable d'assister à des bruits au sein des établissements universitaires. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, l'université, c'est le centre par excellence de la formation de l'intelligentsia. Donc, c'est un endroit où, logiquement, on doit pouvoir vraiment éviter au maximum les écueils et voir dans quelle mesure former cette élite-là qui demain va conduire les destinées de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est toujours pas agréable qu'on assiste à des mouvements d'humeur, bon, je dirais pas d'humeur, à des mouvements de grève parce qu'on fustige des conditions, on fustige des décisions prises par l'administration. Comme je l'ai dit, on n'a pas l'autre version de la situation, c'est-à-dire celle de l'administration. Peut-être que d'ici demain ou après-demain, on aura la version des premiers responsables, notamment la présidence de l'université. Mais déjà, je pense qu'il faut que très vite on trouve une solution à cette situation pour amener vraiment le calme au sein de l'université Laurion Guédé. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas... Personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai rarement entendu des remous donc, au niveau de cette université-là. Voilà. C'est très rare. C'est très mais rare. Bon, mais il y en a déjà eu. Hein. Il y en a déjà eu. Laurion Guédé, oui, il y en a déjà eu. Okay. Ce n'est pas la première fois. OK. Bon, ben voilà, donc on parcourt un tout petit peu cette situation-là qui se déroule en Côte d'Ivoire. Il est important aussi qu'on en parle. Vous avez souhaité justement que les partis puissent discuter et trouver donc les meilleurs mécanismes pour éviter qu'on se retrouve face à ce genre de situation et cette situation qui est simplement déplorable. Sur notre plateau, nous a rejoint M. Dabenogbo. Il est président du Front patriotique panafricain. Vous connaissiez le FPI, eh bien, désormais, notez le FPP. Bonsoir, comment allez-vous, monsieur? Bonsoir, je vais très bien. Ben, on est content de vous recevoir. Merci. Le Front patriotique panafricain. Est-ce qu'on peut présenter un tout petit peu la formation? C'est une formation politique. Comment vous présentez votre front? Merci beaucoup. C'est un parti politique. Très bien. Le Front patriotique panafricain est né le 20 novembre 2021 à Abidjan-Makori de la volonté patriotique de plusieurs personnes. Nous sommes jeunes, étant donné que nous avons vu la situation politique de notre société, surtout aussi étant politiquement ambitieux, on a dit que nous, on va créer notre parti politique aussi, mener une lutte pour non seulement améliorer les conditions de vie des populations, assurer la sécurité des populations sur tous les plans, promouvoir le progrès économique, le développement, l'intégrité, la dignité. D'autre part, promouvoir le panafricanisme dans l'optique de mener avec les autres peuples d'Afrique le combat pour l'indépendance politique, économique, etc. Est-ce que vous pensez que c'est parce que justement les partis qui sont là, qui sont succédés à la tête de l'État, n'ont pas réalisé ces objectifs que vous aujourd'hui vous décidez de le faire en créant ce parti politique? Parce que j'estime que la finalité de votre parti, c'est d'espérer prendre le pouvoir ou de prendre le pouvoir. Tout parti politique vise à prendre le pouvoir. D'accord. Et donc nous, dans notre prise de pouvoir, on a pour ambition de changer les choses, de créer véritablement les conditions. Qu'est-ce qui existe que vous estimez ne devait pas exister et qu'est-ce qui n'existe pas qui, selon vous, devait exister? Bon, d'abord, il faut noter que un pays qui n'est pas capable de combler ses besoins primaires est un pays mort. Et c'est le cas de la Côte d'Ivoire. C'est quoi ces besoins primaires qu'on ne Mais les besoins primaires, l'alimentation. Mais regardez, la Côte d'Ivoire, il y a la mer, il y a fleuve, il y a lagune, il y a rivière. Et jusqu'à présent, on importe du riz. Il y a problème. Et ça, c'est une solution. Il faut y remédier très rapidement. Il y a aussi le problème au niveau sanitaire, etc. Je pense que s'arrêter à la... Bon, alors justement, vous avez tous ces problèmes-là que vous énumérez. Donc, vous venez. Ça veut dire, si pas extraordinaire, parce que j'imagine toujours des choses dans ma tête, et ça, c'est pour nos amis qui coupent les séquences. Imaginons que vous soyez au pouvoir. Donc, vous pensez que quand vous arrivez, vous avez la solution pour que la Côte d'Ivoire n'importe plus de riz, qu'il n'y ait plus de problème sanitaire en Côte d'Ivoire. Oui, mais nous avons la solution. Voir que le Mali est devant nous, deuxième producteur mondial africain de riz, je pense que la Côte d'Ivoire a ses capacités. Avec le climat, la végétation, je pense que tout y
budget pour réussir cette mission. Mais jusqu'à présent, on ne comprend pas pourquoi jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire n'est pas capable de... Alors, plusieurs partis politiques se sont succédés, plusieurs présidents également se sont succédés. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel nous étions durant la dernière décennie. Est-ce que vous n'estimez pas que finalement, c'est sur tout le travail de fond qui a été fait que finalement vous portez certaines critiques et que vous estimez peut-être comme ça pouvoir résoudre le problème qui s'inscrit finalement dans un calendrier? Bon, chacun a fait sa part. Hein. De toute façon, chacun a sa méthode. Et nous estimons que notre méthode est la bonne méthode. Et je pense que quand on aura le pouvoir... Est-ce qu'il faut prendre le pouvoir pour résoudre, par exemple, le problème de l'industrialisation du riz? Mais il faut prendre le pouvoir. Il faut prendre, parce que c'est un gros processus. C'est un gros processus. Il faut qu'on prenne le pouvoir pour le faire. Alors justement, vous évoquez la question de pouvoir prendre le pouvoir. Bon, d'accord. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, dans des partis politiques existants, vous avez le droit de faire un parti politique, mais est-ce que vous avez le sentiment, comme certains le disent, de n'avoir pas, par exemple, eu oreille attentive aux propositions que vous faisiez ou que vous pourriez faire, ce qui justifierait donc le fait de sortir et de faire un parti politique, par exemple? Non. La politique, pour moi, c'est toute ma vie, c'est une passion. Donc je pense que déjà, dans ces conditions, et je voudrais le rappeler, j'ai 21 ans, je suis le plus jeune président des partis politiques dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est du jamais vu. Donc je pense que c'est une passion. Et déjà, à ce rythme-là, on a dit qu'il fallait qu'on crée un parti politique pour pouvoir aussi se lancer dans la danse. Mais quand vous dites que c'est une passion, quels sont vos faits d'âme? Vous dites que dans la politique, c'est une passion, c'est ce que je veux faire. C'est quoi vos faits d'âme? C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez marqué comme acte? Pour qu'on sache que vous êtes... Non, je pense qu'il débute par la création de son parti. Je pense que la question, c'est plus de se demander, quand on veut faire de la politique, on a la possibilité, par exemple, de rejoindre un parti existant qui épouse notre vision, dans lequel on apprend, on milite, on se crée une certaine base et une certaine expérience avant la création d'un parti. Donc moi, ma question est de savoir, est-ce que de tous les partis politiques existants en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas vu un parti qui j'ai envie de dire, épousait votre idéologie? Sinon, quelle est la différence entre votre idéologie et toutes celles qui existent déjà? Avant de répondre à votre question, je voulais dire que notre première victoire sera la révision du code électoral pour donner la possibilité aux jeunes à partir de 18 ans de candidater aux élections locales. Je pense que c'est d'ailleurs notre premier combat. Maintenant, pour répondre à votre question, nous estimons que les partis politiques ne répondent pas aussi à nos besoins parce que nous, notre idéologie, c'est socialiste, panafricain et anti-impérialiste. D'accord. Et aucun parti politique... Après, vous avez le droit. Hein. Personne ne dit que vous êtes... comment je veux dire ça? C'est pas une procédure modus operandi qui est scellée dans les Écritures 7 pour dire qu'il faut qu'on passe forcément par un parti politique quand on est jeune. On a le droit, étant jeune, de créer son parti politique. Vous êtes d'accord avec moi sur le plateau? Moi, ce que je voulais savoir, en fait, c'est qu'aujourd'hui, vous, en tant que jeune, je pense que lors de l'adresse à la nation, le président a dit que cette année, il a décrété à la jeunesse. Vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous prévoyez pour les jeunes de façon générale et les jeunes de votre parti politique? Oui, je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau. 2023, l'année de la jeunesse. Mais il faut aussi parler de la question de l'implication de la jeunesse en politique, parce que la jeunesse, ce n'est pas que l'employabilité, ce n'est pas que l'insertion professionnelle, ce n'est pas que le code de la seconde chance. On a vu le discours du président de la République et c'est beaucoup accentué sur ces questions-là. Très bien. Alors, pardon de dire... Mais qu'est-ce que vous vous attendiez de son discours concrètement? Bon, de son discours concrètement, on attend aussi l'inclusion de la participation politique active des jeunes, comme nous par exemple. Mais justement, la responsabilité à qui? Parce que moi, par exemple, j'ai entendu plusieurs personnalités politiques parler de cette volonté de vouloir que les jeunes s'impliquent de plus en plus en politique. Les hommes politiques aujourd'hui sont bien conscients de la part énorme que représente la jeunesse dans la population ivoirienne. Cette jeunesse, c'est une grosse part dans la population électorale. Voilà. Justement. Donc je pense que les hommes politiques en sont conscients. Mais est-ce que les jeunes eux-mêmes sont conscients de ça? Parce que moi, j'ai vu des défis justement dans des communes pour des législatives, le défi de la mobilisation même des jeunes. Ces jeunes, pour certains, ne s'y intéressent pas, ne comprennent pas, ne sont pas éduqués et pour d'autres, prennent juste les informations sur les réseaux sociaux, relaient, voilà. Donc, est-ce que finalement, il s'agit seulement des hommes politiques ou est-ce que c'est un intérêt aussi qui doit venir de la jeunesse? D'abord, c'est un intérêt. Je tiens à rappeler, j'ai 21 ans, je suis président du parti politique. C'est d'abord un intérêt. Pour moi, c'est une passion. Maintenant, pour répondre à la question, je pense que, à ce niveau... Vraiment, ça peut être aussi souvent cette question
manipulation politique qui peut venir d'une part. Maintenant, bon, il faut noter aussi que ce n'est pas tout le monde qui peut s'intéresser à la politique. Il y a des jeunes qui veulent jouer au ballon, il y a des jeunes qui veulent rapper, il y a des jeunes qui veulent faire du business et tout ça. Nous, on a dit on veut faire politique. Est-ce qu'aujourd'hui, votre prérogative première ne serait pas justement de mener un travail de fond dans la jeunesse ivoirienne par la sensibilisation, en éduquant cette jeunesse justement à la politique? C'est vraiment un travail de fond qu'il faut faire sur cette jeunesse. Est-ce qu'il faut tout de suite chercher, par exemple, à régler les problèmes de souveraineté? Mais moi pardonnez-moi, je vais recentrer un peu les choses. Monsieur Dabé Nobo, vous avez dit que vous avez 21 ans, vous êtes président d'un parti politique, mais vous n'avez pas que des jeunes dans votre parti politique. J'aurais dit le président français Emmanuel Macron est jeune, mais il y a des personnes d'un certain âge. Bon, c'est vrai que dans l'image que je vois, vous êtes entouré de jeunes, c'est peut-être ça qui va donner raison à mes camarades. Moi, je veux bien croire que vous êtes président d'un parti politique, vous êtes peut-être jeune, mais il y a des personnes d'âges divers, de générations diverses. Moi, je ne discrédite même pas l'âge. Hein. Moi, c'est vraiment, en fait, vraiment sur l'orientation. En créant ce parti, c'est pour pouvoir inclure la jeunesse. Non, parce que j'ai l'impression qu'on est resté, vous êtes jeune, c'est jeune. Non, il a parlé de l'inclusion de la jeunesse. Non, ce n'est pas un parti de jeunes, c'est un parti politique. Tous les vieux même peuvent y adhérer. Mais il faut noter aussi que, bon, étant donné que la jeunesse est majoritaire dans notre société, on peut aussi dire que c'est normal. Bon, quand on voit aussi le cran du président qui a 21 ans, on peut se dire que c'est un frère sang qui est jeune, on peut aller vers lui. Il y a aussi tout ça. Mais il faut noter que dans notre parti politique, l'âge varie entre 18 à 27 ans. Le vice-président, il a 27 ans, lui qui est en veille, il a 27 ans. Le secrétaire général, je pense que cette année, il doit avoir 24 ans. D'accord. Est-ce que vous faites un travail de fond vers la jeunesse? Parce que vous parlez de l'inclusion. C'est vraiment un sujet important, l'inclusion de la jeunesse à la chose politique. Mais est-ce que vous faites un travail de sensibilisation et de formation vers cette jeunesse? Apparemment, l'inclusion et la participation politique active des jeunes semblent être totales. Ce qui n'est pas le cas, puisque les jeunes de 18 à 24 ans sont exclus du jeu électoral. Or, selon l'INS, l'Institut national des statistiques, quand on prend l'intervalle 18 à 35 ans, dans l'intervalle 18 à 35 ans, les jeunes de 18 à 24 ans représentent 47% de l'intervalle 18 à 35 ans. Ce qui devient à dire qu'en réalité, ce sont 47% de jeunes, notamment ceux de 18 à 24 ans, qui peuvent voter, mais qui ne peuvent pas candidater, ne serait-ce qu'aux élections locales. Alors que nous avons une commission électorale indépendante qui dit être à la richesse des élections inclusives et participatives. Mais où est l'inclusion? Où est la participation quand les jeunes en âge de vote, ceux représentant 47% de la population, notamment ceux de 18 à 24 ans, peuvent voter, mais ils ne peuvent pas devenir députés, maire et président du conseil régional? Je pense qu'il y a problème. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau, afin d'assainir les mentalités et trouver urgemment une solution à ce paradoxe qui traîne dans notre société depuis des décennies. M. Dabé Nobo, je rappelle, vous êtes président du Front patriotique panafricain. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu à ce que votre parti a déjà mis en place? Qu'est-ce qu'il y a des actions qui ont été mises en place par votre parti pour qu'on puisse mieux le connaître, pour que des personnes qui nous regardent aujourd'hui puissent certainement être intéressées par ce que vous avez y adhéré globalement? Oui, la première action que nous voulons mener d'abord, c'est la question de la révision du code électoral. Parce qu'il faut résoudre ce problème. Il y a un gros paradoxe. On ne peut pas voter à 18 ans et puis ne pas aussi laisser l'individu de 18 ans candidater ne serait-ce qu'aux élections locales. Ça fait des décennies qu'on est dans ce sujet. Et donc, moi j'ai 21 ans, donc je veux candidater aux élections, mais je ne peux pas parce que j'ai 21 ans. On dit qu'il faut attendre à 25 ans, alors que j'estime être mieux responsable pour diriger. Donc, il faut relever cet équivoque, il faut qu'on résout ce paradoxe. Mais qu'est-ce qui empêche de donner la possibilité aux jeunes de 18 ans? Puisqu'à 18 ans, on est mature, puisqu'à 18 ans, on est majeur, puisqu'à 18 ans, on est responsable. Donc, je pense que ce paradoxe, il faut chercher d'abord le lever. Et c'est le combat du FPP. Bizarrement, depuis la création de la Côte d'Ivoire, aucun parti, à l'avènement de la question de vote à 18 ans, aucun parti politique ou de groupement politique n'a mis sur la table l'hypothèse politique selon laquelle, si on donne la possibilité aux jeunes à partir de 18 ans de voter, il faudrait qu'on se lui donne la possibilité de candidater. Mais il a fallu que le FPP naisse pour mener ce combat. Et c'est ça d'abord notre premier combat. Je pense que quand on gagnera ce combat, vous allez comprendre que les jeunes, beaucoup de jeunes, peut-être même la Côte d'Ivoire va venir vers nous. Voilà, franchement, je tenais, avant qu'on poursuive le débat, de déjà vous féliciter. C'est courageux déjà de faire. Et puis l'initiative que vous voulez prendre est une très belle initiative. Moi, la seule chose que je voudrais comprendre, comment vous matérialisez cette vision, c'est-à-dire la modification du code électoral qui permettra désormais, parce que moi je trouve que c'est incongru, je suis entièrement d'avis avec vous, on ne peut pas dire à quelqu'un que tu as la majorité, tu peux choisir quelqu'un, et puis toi-même on ne peut pas te choisir. Je trouve que ce n'est pas juste. Je suis entièrement d'avis avec vous. Mais comment vous arrivez à rendre cela effectif? C'est quoi votre stratégie? Bon, en ce qui concerne la stratégie, d'abord on a étudié la question. Quand on a fini d'étudier la question, on a dit bon, on va toucher les institutions directement ou indirectement concernées. On a commencé par la commission électorale indépendante, parce que c'est une question électorale. On avait adressé une lettre, on nous a répondu pour dire allez au mieux vous pouvoir. Donc on n'a pas baissé les bras. Allez où? Allez au mieux vous pouvoir. Je paraphrase un peu ce qu'on nous a dit. Donc on s'est rendu à l'Assemblée nationale, on a même adressé une lettre à l'Assemblée nationale pour expliquer les raisons pour lesquelles on souhaiterait voir le code électoral être révisé. Au niveau de l'Assemblée nationale, on nous avait dit qu'il y a eu vice de procédure, que conformément au règlement article 52 du règlement de l'Assemblée nationale, je paraphrase très rapidement, que bon, les propositions de loi à l'Assemblée nationale sont soumises au niveau
niveau du bureau de l'Assemblée nationale que par les députés ou des groupes de députés. Par conséquent, on peut pas venant d'un individu, on ne peut pas le faire. Donc on n'a pas baissé les bras toujours. On a adressé une lettre à M. le Président de la République pour expliquer les raisons de la révision du code électoral. On a aussi même adressé une lettre à la primature. C'est finalement la primature qui nous avait répondu par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur. On nous dit que vous avez adressé un courrier au ministère, à la primature. Bon, la primature ne pourra pas vous recevoir, mais c'est nous qui allons vous recevoir. Donc, on est allé dans les locaux du ministère de l'Intérieur. On a même discuté avec le directeur de cabinet adjoint 1 du ministère de l'Intérieur sur la question. C'est là qu'il nous a dit que oui, c'est vrai, mais je pense qu'il est important que vous retourniez encore à la commission électorale indépendante, parce que c'est là-bas que le sujet doit se traiter. Donc, on a dit bon, OK, on ne va pas baisser les bras, on va encore tout. Donc, dans le code électoral, on a compris que dans le code électoral, article 204 du code électoral, il est bien marqué que les modalités d'application du code électoral seront déterminées en Conseil des ministres par décret, sous la proposition de la Commission chargée des élections. Donc on se dit que c'est à la Commission électorale indépendante que le problème doit être réglé. Donc on est en train de faire le travail. C'est la Commission électorale qui doit faire la proposition au gouvernement qui lui maintenant va le prendre en décret et le envoyer. Justement. Pour terminer rapidement, si vous me permettez, on a été à la Commission électorale indépendante. On a rencontré monsieur le secrétaire permanent et monsieur le secrétaire permanent adjoint 1, le porte-parole de la Commission électorale indépendante. On a discuté sur le sujet. Ils ont dit effectivement c'est un sujet qui est bon, qui est très important. Je pense que ça doit être à l'ordre du jour. Donc on a même donné nos documents. Ça, c'est un document de 21 pages qui a été scientifiquement rédigé par un comité de jeunes 18, 19, 20. 21 ans, l'âge varie. Et à cela aussi s'ajoute un autre document supplétif au document de 21 pages. À quand la candidature du jeune Ivoirien de 18 ans, on a donné ce document-là à la Commission électorale indépendante. Mais à la Commission électorale indépendante, on nous a fait savoir que c'est vrai, le sujet est bon, mais en réalité, vous êtes seul. Donc essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez trouver d'autres personnes. Donc on a dit il n'y a pas de problème, on ne baisse pas les bras. On s'est donné les moyens de rencontrer des partis politiques. Plus de 5 partis politiques ont été rencontrés par le FPP. Mais ils nous disent oui, effectivement, c'est un bon sujet. Quels sont ces partis-là? Quels sont ces 5 partis? Je préfère ne pas citer les noms au risque de ne pas faire de publicité de quelqu'un. Non, la publicité. Je viens. Tous les partis en Côte d'Ivoire revendiquent accorder une place de choix à la jeunesse. Il n'y a aucun parti qui dit qu'il n'est pas dedans. Tous les partis. Donc, logiquement, ça, c'est une doléance de la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils en disent? Mais je vous explique. En réalité, la société civile semble plus être intéressée à la chose. Parce que nous avons rencontré des organisations de coalition de la société civile, de démocratie, de droits de l'homme et les ONG qui s'intéressent à la question de l'inclusion des jeunes. On a discuté avec eux. Pardonnez-moi. Nous, on insiste sur le point des partis. Parce que vous avez peut-être eu contact avec des membres de partis. Et là, aujourd'hui, vous êtes sur une chaîne de télévision. Certainement que même des leaders peuvent ne pas être au courant même que vous avez entrepris les démarches. Parce que vous n'avez pas, en vrai, ce que vous ne dites pas, c'est que vous avez rencontré ces partis-là et ces partis ne vous ont pas écouté. C'est ça? Pas que ces partis ne nous ont pas écoutés. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas compris. C'est que les partis nous ont effectivement écoutés. Ils ont dit oui, effectivement, c'est un sujet qu'il faut régler. Mais après, quand on les appelle au téléphone pour caler des rendez-vous pour discuter, ça rapproche. On ne nous écoute plus. Alors que la société civile a été beaucoup plus intéressée à la question. Donc, on a discuté avec la commission et la société civile qui nous dit qu'effectivement, nous sommes les convaincus même de votre sujet. Et il faudrait qu'on en parle. Mais au fond, avec les partis politiques, quand on le constate, nous, ça nous donne raison. Et ça nous fait croire qu'effectivement, qu'ils sont pour la manipulation des jeunes. Ils préfèrent que les jeunes préfèrent soulever des bâches et des chaises, puisqu'ils ne veulent pas venir résoudre le problème de l'inclusion de la participation politique active des jeunes. La création de votre parti, le FPP. Notre parti politique, ce n'est pas créé pour résoudre le problème du truc. Notre parti politique avance, mais ça, c'est un combat qu'il faut d'abord gagner. D'accord. Deux questionnements fondamentaux. C'est la position de la carte d'Afrique sur votre chemise, qui est revenue 2 fois ici, effectivement, qui intrigue un tout petit peu. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière? Vu qu'elle est renversée. La carte d'Afrique n'est pas renversée. Comme je le disais d'entrée de jeu, la carte d'Afrique n'est pas renversée, la carte d'Afrique à l'endroit. C'est le paradigme. En fait, ça répond à une logique civilisationnelle. Parce que l'enjeu est civilisationnel également. C'est-à-dire laquelle? Comment l'expliquer? Parce que nous, on est intrigués. On n'a pas les seuls. On vous a enseigné un positionnement, vous avez un nouveau positionnement, vous avez vos raisons, partagez-les avec nous, c'est votre droit. En fait, c'est le positionnement original de l'Afrique, avant, on pourra dire précolonial, parce que, bon, comme je le dis, c'est une question de paradigme et de civilisation. Chaque peuple a sa façon de voir le monde. Et nous autres, en tant qu'Africains, nous avons également notre façon de voir le monde. Et notre façon de voir le monde, c'est de cette manière. Le positionnement de l'Afrique qui montre qu'effectivement, nous sommes en haut, qui explique qu'effectivement, l'Afrique évolue. Donc, pour revenir sur la question... En fait, c'est d'une vision retournée de la Terre, c'est bien ça? Justement, c'est une vision... Et puis, ça répond aussi à une norme scientifique. Et le professeur Cheikh Anta Diop en a développé dans son document national d'agriculture. Non, c'est mieux que c'est comme ça qu'on devrait voir l'Afrique. Justement, dans la logique. Et donc l'Europe serait en bas, en fait?
Justement, l'Europe sera en bas. Attends, Bess, moi, En fait, c'est juste la quatrième Est-ce que la question même, c'est l'Afrique? La question, c'est le Oui, sujet. non, mais vous parlez de panafricanisme, donc quelque Oui, part, on veut je mieux pense que comprendre, c'est un justement. symbole qui a une relation directe avec votre idéologie et votre façon de voir. Justement. C'est pour ça qu'on insiste sur la question. C'est vraiment de comprendre. C'est-à-dire, là, vous nous apprenez quelque chose. Donc, est-ce qu'il s'agit seulement de se mettre d'un côté de la Terre pour voir l'Afrique de cette façon? Il ne s'agit pas seulement de ça. Comme je vous l'ai dit, ça répond à une logique civilisationnelle. Parce qu'en se voit dans ce monde-là, c'est une question de paradigme, puisque l'Europe a sa façon de voir le monde, l'Asie a sa façon de voir le monde, l'Amérique a sa façon de voir le monde. Nous, en tant qu'Africains, nous avons également notre façon de voir le monde. Moi, je voulais lui poser une question concernant les élections qui arrivent bientôt. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les élections qui arrivent bientôt? Les régionales, municipales et autres? Oui. Vous, en tant que FPP? Oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez développer un peu pour qu'on puisse voir? Développer dans quel sens? On envisage être candidat aux élections locales. Notre parti politique envisage présenter des candidats aux élections locales. Mais il faut noter Quoi que le code électoral ne permette pas que moins de 25 ans soit le code électoral ne permet pas. Mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de la révision du code électoral. Parce qu'il faut qu'on donne la possibilité aux gens. Selon l'INS, l'Institut national de la statistique, on dit 47% des jeunes, notamment ceux de 18 à 24 ans, ils représentent 47% des jeunes dans l'intervalle de 18 à 35 ans. C'est énorme. On ne peut pas écarter ces jeunes et puis parler d'inclusion, de participation. Il faut qu'on leur donne la possibilité aussi de candidater aux élections locales. Et je pense que sur ce plateau, qui est un plateau de portée internationale, les gens nous écoutent. Je pense qu'à partir d'ici, ça va quand même faciliter les relations avec les partis politiques, avec les organisations de société civile et pourquoi pas même la commission électorale indépendante. Mais il faut surtout avoir le courage de nous dire qui vous avez rencontré et là où vous avez eu un écho favorable, là où les gens vous ont écouté, vous refusent de vous écouter aujourd'hui. Vous avez rencontré les 10 grands partis, le PDCI, vous l'avez rencontré? Il dit 5 partis qu'ils ont. Non, mais les 10 DITS. Bon, on a rencontré 5 partis politiques. En fait, bon, on s'est mis dans une logique selon laquelle, si on veut approcher les grands partis, on risque de perdre le temps. Parce que, bon, dans l'audience, déposer l'audience, tout ça, ça peut être... Donc, on s'est dit que, bon, on a tapé, par exemple, sur le net, la liste des partis politiques légalisés en Côte d'Ivoire. Sur Wikipédia, on a pu voir quelques partis politiques. Heureusement, sur Facebook, on a pu voir leur numéro. On a contacté ceux-là, puisque ce sont des partis politiques qui sont légalisés, mais qui sont dans l'ombre. On n'en a jamais entendu parler. On a dit, bon, comme c'est une histoire des partis politiques, ils pensent que comme ils sont déjà légalisés, avec eux, on peut faire le travail. Mais eux-mêmes, quand on les contacte, même... C'est bizarre. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais vous présenter une image qui va certainement faire plaisir. Il s'appelle Jalen Smith. Vous savez qui c'est? Justement. Oui, Jalen Smith, il a 18 ans. Aux États-Unis, c'est le plus jeune maire des États-Unis. Il a gagné les élections, je pense qu'on s'en décembre. Mais l'image a fait le tour de l'Afrique. Et je pense que ça doit nous interpeller. Mais beaucoup vont croire ici. Mais regardez par exemple au Congo-Brazzaville. En 2016, le code électoral du Congo-Brazzaville a été révisé, même pas à la demande de la jeunesse. La classe politique a dit effectivement, si on vote à partir de 18 ans, il faudrait qu'à partir de 18 ans, on donne la possibilité aux jeunes de 18 ans de candidater. Donc en 2016, récemment, c'est en 2016, hein, le code électoral congolais, Congo-Brazzaville, a été révisé. Vous pouvez aller vérifier l'article 55 nouveau du code électoral. Même en Afrique du Sud également, ça se fait, article 44 de la Constitution ou de leur code électoral, je pense. En tout cas, ça nous a fait plaisir. Votre formation... Le FPP? Non, plutôt une formation professionnelle. Je suis étudiant régulièrement inscrit en sciences juridiques, administratives et politiques à l'université Fessoboye d'Abidjan. Très bien. Monsieur Nogbo, on a été Dabé Nogbo, vous êtes président du Front patriotique panafricain. Juste en 2 mots, je sais que vous parlez vite et ça, j'aime bien. Oui, rapidement. Le volet panafricain. Oui, le volet panafricain, c'est l'unité. C'est l'unité entre l'Afrique d'ici et la diaspora. Il faut qu'on se mette ensemble pour construire notre Afrique. Donc, c'est un volet panafricain. Il faut qu'on le fasse. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous recevoir sur notre plateau ce soir. On souhaitera bonne chance à votre formation politique, le Front patriotique panafricain. On espère avoir d'autres occasions de vous retrouver. Sait-on jamais, hein, après une modification en tant que candidat à une des élections. Ah ben moi, je serais très ravi un jour de présenter votre photo aussi, comme Jalen Smith, pourquoi pas. En tout cas, c'est tout le mal qu'on puisse vous souhaiter et vous portez la voix d'un bon nombre de jeunes de ce pays-là. Vous souhaitez que les conditions de ces jeunes-là puissent être améliorées. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci. Félicitations également pour Merci cette initiative. Beaucoup. Merci à vous et à tous les membres de votre parti. Ouais. Merci beaucoup. Nous remarquons notre pied-à-terre pour le rendez-vous d'aujourd'hui. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On espère que vous avez pris du plaisir à regarder ce numéro du Grand Talk. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire et sur nos partis politiques. Merci. Merci beaucoup.